Mémé Angèle, je me rappelle encore de ta tétra. Cette viande mijotée que tu cuisinais pendant des heures. Je peux encore voir les taches de tes doigts huilés sur le précieux carnet de recettes que tu m'as confié. Le carnet de toute une vie en Algérie. Mamie Colette, tu t'es mariée à Notre-Dame d'Afrique et je ressens encore tous tes souvenirs. La place de la Poste où tu habitais, le jardin d'essai où tu emmenais ta fille, ma maman, se promener. Alger la Blanche m'est inconnue, mais vous m'avez appris à l'aimer. L'Algérie est en vous et elle résonne tellement en nous, les petites filles de pieds noirs. Vous êtes née sur cette terre devenue française, celle-là même où vous pensiez mourir. Quel est ce lien indéfectible avec l'Algérie qui vous habite et qui nous fascine ? J'ai un souvenir extrêmement précis, c'est l'odeur du... Ce que j'ai retrouvé encore, c'est qu'on retrouve en Méditerranée, c'est l'odeur du maquis, l'odeur des immortels. C'est un paradis terrestre. Parce qu'on ne retrouve pas les mêmes fleurs, la même végétation, ce goût des oranges, les fleurs d'oranger. Là-bas, c'est le pays des oranges. Le bon matin, quand vous ouvrez les fenêtres, ça sent les oranges. Le moment où je mangeais la figue de Barbarie que m'épluchait monsieur arabe qui le vendait dans la rue. Et comme il y avait beaucoup de piquant, on ne pouvait pas le manger comme ça, il fallait savoir l'éplucher, tout ça. Donc il les vendait épluchés et j'attendais ma figue de Barbarie. Je peux tout de suite citer le nom où a grandi mon père dans la maison familiale. C'était la rue de la Zawiya. Voilà, alors je ne sais pas si je prononce bien, mais en tout cas, le nom de la rue, le quartier haut, le quartier bas, la plage, une vision géographique de la ville, de la région. C'était en Algérie. Donc je voyais, pour moi, il y avait une espèce d'ailleurs d'où pouvait venir ma famille. Moi, je suis né à Bab el Oued, un quartier très populaire d'Alger, avec, quand je dis populaire, c'est des gens qui avaient à peu près rien, sauf le bonheur de vivre là, le soleil, la camaraderie, l'amitié entre des gens d'horizons divers. C'est faire offense à personne de dire qu'Alger, c'est la plus belle ville du monde. Déjà, il faut le savoir. Et ce que je retire, moi, de cette enfance passée dans ces immeubles de la Basse-Casbah, c'est qu'il y avait dans l'immeuble une communauté absolument incroyable. Toutes les religions étaient mélangées. À côté, c'était des musulmans. En bas, c'était des Espagnols. Au-dessus, c'était quelqu'un de ma famille. En face, des Juifs d'Algérie. Enfin bon, voilà. Une espèce de mélange comme ça où on vivait en parfaite harmonie avec quelque chose qui est très, très caractéristique de cette époque, c'est qu'aucune porte n'était fermée. Un souvenir, c'est le mot cabanon. J'ai de l'émotion qui arrive. Le cabanon, c'était là où toute la famille se rendait l'été, en fait, à la plage. Moi, j'ai imaginé ce cabanon, je ne sais pas, je l'imagine en bois, c'est peut-être pas en bois, c'est peut-être en tissu, j'en ai aucune idée. Je pense que cet attachement à la mer, à l'eau, vous savez, quand on rentre dans l'eau, c'est l'impression d'une nouvelle naissance. Voilà. Et bien, alors cet attachement à la mer, il vient véritablement de ma culture. Maintenant, j'en suis sûre. Vous allez voir, personne ne me croit quand je dis ça. Météo. Alors, j'ai plusieurs villes. J'ai Paris, Marseille, Oran. Je sais, voilà, à Oran, belles éclaircies en ce moment. Vous voyez, c'est ça qui reste. Comment expliquer ça? Eh bien, je comprends pas. On a l'impression, des fois, qu'avec les années qui passent, les choses s'estompent. Mais non, c'est encore plus fort. Mon père, il a une phrase qu'il dit souvent. Je m'en souviens à 2000%. Ça s'est cristallisé dans sa mémoire. Et il n'y a que les grands bonheurs ou les grandes souffrances qui s'enracinent autant dans un destin. Mais au-delà des souvenirs,
Que sait-on vraiment de vous? Vous, les Français d'Algérie, que l'on appelle les Pieds Noirs. Que reste-t-il de votre âme de là-bas? Vous, les enfants du soleil, dont le cœur se partage désormais entre deux rives. Qu'avez-vous gardé de ce brassage unique aux confins de la Méditerranée? Vous, les déracinés, les nostalgiques, les oubliés de l'histoire. Et l'on m'appelle l'oriental, le brun au regard fatal, aïe 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 aïe. Et l'on m'appelle l'oriental, car moi je suis sentimental. Et pourtant je ne fais pas de mal, on m'a surnommé l'oriental. D'abord, le ténor, il est vindicatif. Il ne faut pas l'emmerder. Voilà. Et puis, il est sentimental aussi. Dès qu'il écoute la musique, il pleure. Voilà, c'est ça. C'est pagnolesque un peu. On est des personnes de paradoxe, vraiment, et de complexité, comme beaucoup d'autres, mais je ne sais pas. Moi, je connais bien ceux-là et je les observe. C'est les gens les plus généreux du monde, c'est les plus fanfarons, comme on disait. C'est-à-dire, il faut montrer, il faut dire, il faut faire le mariole un petit peu. C'est l'amour des autres, l'empathie, le fait d'aller vers les autres. Les Pieds Noirs, ils aiment aller parler aux autres, ils sont curieux de l'autre. Le Pied Noir, c'est un kiffeur. L'argent, ce n'est que de l'argent. Et ce qui compte, c'est de profiter de la vie au maximum. Et d'avoir des copains, d'avoir des amis. La solidarité, ce sens de l'amusement, ce sens de la joie, de la blague. J'aime leur façon de parler, j'aime les petits plats, j'aime les anecdotes, je sais pas, j'aime quand ils sont pas d'accord. La langue, le pathos, les bras, les gestes, ça crée de l'espace, quoi. Et on a besoin d'espace pour s'exprimer. C'est vraiment le brassement, le brassage des cultures méditerranéennes au contact de la population juive du Maghreb, population algérienne évidemment, berbère ou arabe, plus les Espagnols, plus les Italiens, plus les Français. Certains venaient d'Alsace, il ne faut pas les négliger non plus. Mon grand-père, donc Albert Camus, il est né en Algérie. Ça fait partie intégrante de lui, de son œuvre. Quand on est né autour de la Méditerranée, on a un attachement profond à la manière de vivre. C'est tellement instinctif. Ce peuple de Méditerranée est pour moi un peuple unique en son genre. Il rallie en Algérie toutes les confessions et il n'est pas rare de voir en Algérie, dans une même rue, une église, une synagogue et une mosquée. Pour moi, l'âme des Français d'Algérie, elle se résumerait peut-être en un mot. Le mot, c'est insouciance. Ils étaient insouciants, mais Camus le décrit magnifiquement. On est sous le soleil, on profite du soleil à profusion, disait-il. C'est l'insouciance, un bonheur de vivre au quotidien sans se poser la question du lendemain. Puis c'est des ambiances un peu particulières, on va beaucoup rire, puis 2 minutes plus tard, tout le monde va pleurer. L'âme Pieds Noirs, pour moi, c'est à la fois une grande joie et une grande mélancolie. Une grande joie parce que cette culture de cette chaleur, de se être ensemble, de la cuisine, de rire, de parler fort, et cette mélancolie de tous ces paysages que ces gens-là avaient en eux et qu'ils ont dû laisser. Les Français de métropole, on appelait les pathos, ils avaient une liberté que nous n'avions plus. Ils n'avaient pas été handicapés par le traumatisme des attentats que tout le monde a un jour ou l'autre vécu, vu ou subi. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de Pieds Noirs qui n'aient pas vu un jour un mort tué par un attentat dans la rue. Donc ça, c'est des choses qui marquent profondément. J'ai compris très vite ce qu'était la violence. J'ai eu 10 ans en 54, donc là, quand la guerre a commencé. Je me souviens du jour où les gens ont commencé à se méfier les uns des autres.
Je me souviens de l'angoisse où j'attendais sur le balcon du 3e étage que mon père revienne du bureau à midi. Une espèce d'angoisse permanente qui vous quitte plus jamais. Je suis partie avec une valise où j'avais mis que le linge, j'avais toute la layette pour mon fils. Et je suis partie avec ça. Et j'ai tout laissé là-bas. Là-bas, nous avions une maison, j'avais tous les meubles et tout. J'ai tout laissé. Les pieds noirs, eh ben, c'est pas très bien vu. Vous êtes les colons, vous êtes les méchants. Vous n'êtes pas les gentils, mais bon, moi j'ai tendance à répondre et à dire que mes grands-parents, et bien avant mes grands-parents, nous étions là, même avant que ça soit français, finalement. Ils ont subi, comme les Algériens, ils ont subi aussi cette politique. On ne le disait pas trop qu'on était pieds noirs, mais ça se voyait avec mon accent, quoi. Ça se sentait tout de suite, et puis j'étais typée. J'étais brune, moi. J'étais pas blonde, hein. Je crois que l'arrivée des Pieds Noirs, 1 million ou quelque chose comme ça, en France, a façonné aussi l'identité française. Il y a des fois où je me demande si on est vraiment seulement 1 million, quoi. Et parmi ce million de rapatriés, il y a toi, ma tata Huguette. Tu as passé 33 années à Alger, plus d'un tiers de ta vie. Dans notre famille, tu incarnes pleinement cette histoire franco-algérienne. Le soleil de là-bas, je le vois dans ton sourire. Et dans tes yeux, je déplore une nostalgie qui ne te quitte jamais. Mais ce qui me frappe le plus chez toi, c'est ton humour spontané, ta capacité à faire rire ton auditoire, sur scène comme dans la vie, et ce, même quand tu es triste. Bonjour Henriette. Oh, je t'avais pas vu, Huguette. Oui, tu sais, je me promène un petit peu là. Tu te rappelles, Huguette, quand on faisait nos sketchs, là? Oh là là, c'était formidable. Hein. C'était toujours des sketchs pieds noirs, des chansons espagnoles. Voilà. Et moi, je parlais l'arabe, tu vois. Tu parlais bien l'arabe. Tu te rappelles quand j'avais fait Le Cigale et la fourmi? Oui, la cigale et la fourmi. C'est une petite histoire que j'ai écrite moi-même. C'est l'histoire de la cigale, qu'elle n'était pas d'accord avec la fourmi. Elle avait besoin de manger. Elle frappe la porte et dit « S'il vous plaît, est-ce que tu peux me donner un tout petit peu de pognon pour que je mange ?» Tu as dit du pognon, hein? Faut le camp, hein, s'il vous plaît. Hein. La pauvre petite cigale, elle est partie, elle s'ennuyait, elle ne savait pas quoi faire, elle va d'un côté, elle va de l'autre, elle crève. La fourmi, elle travaille, elle gagne du pognon, elle bouffe trop, elle crève aussi. Moralité, tu bouffes pas, tu crèves quand même. Ah là là. Comme ils rigolaient les gens. Qu'est-ce qu'on leur avait fait? Plein de choses, plein de sketchs. Ah, oui. Quand on voyait le public en face et tout, on n'avait plus honte, on n'avait plus peur. C'était marrant, hein? Ils attendaient. Ouais. Je pense que la particularité de l'humour des Français d'Algérie, c'est la gestuelle, c'est la mimique, c'est la force, elle provient du physique qui est mis dans l'humour. On n'est pas comme ça, très... on se réserve, on se préserve. Non, si on y va, on est dedans, on n'est pas dehors, on est dedans. Cette racine culturelle, pied noir, qui nous fait donner. Donner, bon Dieu vous le rendra. Voilà. C'est un humour qui aussi repose sur l'autodérision, je pense aussi. On se moque de soi-même, ça demande un certain recul. Il y a un petit côté grivois aussi, un petit côté, j'allais dire gaulois, mais non, un côté méditerranéen. Il y a quelque chose de royal dans l'humour pied noir. Il y a quelque chose qui s'impose et il y a quelque chose d'un peu sans gêne aussi. Et je crois que cet aspect sans gêne me fait vraiment beaucoup rire. On exagère un petit peu, on veut être plein. Moi, c'est ça encore un peu. Je veux être regardée, qu'on me plaigne quand j'ai mal. C'est un truc pied noir, sans doute, ça. Ces femmes comme ma marraine, comme ma mère, qui était tout le temps dans l'exagération, quoi. Tu mets pas la veste, tu veux que je meure. Tu vois, tu vas pas mourir parce que j'ai pas mis la veste pour sortir. C'est des comédiens, des comiques innés. Et donc, une formule peut
peut être gentiment assassine, mais il y a toujours d'une forme de gentillesse, de franchise parfois, avec beaucoup d'images, de métaphores. Quand j'entends un pied noir qui parle pour dire comment vas-tu et qui crie comme s'ils allaient vous manger, résultat, ça me fait rire, quoi. Les bêtises qu'on peut raconter, les histoires drôles qu'on embellit d'ailleurs, parce qu'à mon avis, elles n'ont pas été vécues beaucoup comme ça, mais elles sont enjolivées. Quand mon père il m'engueulait, quand j'étais petit, il me disait « je vais te mettre une calbotte, que le mur il va t'en redonner une autre ». Ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont entendu. Il y a plusieurs humours à l'intérieur de Jerry. Il y a un humour assez lourdingue quand même, assez... Puis il y a l'humour juif qui est les histoires juives. Et puis il y a les histoires puis les histoires arabes aussi. Les pièces en pataouette. L'humour beaunois est caractérisé par sa finesse. Dans le genre des adages, le cimetière de Bonne, envie de mourir, il te donne. Et la nullité de la chose quand même, c'est étonnant. La parodie du Cid et de Montbrunat, c'est une merveille. Ce bras d'honneur qu'il a tant levé de sacs de pommes de terre. Voilà qui fait de choufa. Moi, j'aurais bien du mal à part l'accent, à part le côté bruyant, à part le côté on rit fort et on se dispute. Voilà. Pour moi, le folklore pied noir, ça ressemble à peu près à la scène de Un éléphant, ça trompe énormément sur le cours de tennis. Guy Bedos qui demande à sa mère qu'est-ce qu'elle fait là, pourquoi elle a mis le manteau de fourrure. Et elle lui dit eh bien, écoute, s'il faut venir ici pour pouvoir passer un moment avec toi, je viens ici, parce que Monsieur Simoni, tu lui consacres du temps. Et Guy Bedos lui dit, mais Monsieur Simoni, il est malade. Il n'est pas malade, Monsieur Simoni. Quoi? Tu veux que je te montre ses radios? Eh bien, si c'est comme ça, je m'en vais. Et je t'écrirai pas une carte postale. Au revoir. On a imité mon accent, qu'est-ce que vous voulez? Oui, je me reconnais, bien sûr que je me reconnais. C'est plus dans cette caricature que dans la caricature d'un Suédois. Une personne qui va vouloir vous faire rire ou raconter une blague va se créer un personnage, va mettre un costume, va mettre une perruque, va prendre un accent. Le pied noir, il vient vous raconter une blague, il a déjà le costume, il a déjà la perruque, il a déjà l'accent. Donc forcément, c'est beaucoup plus facile de faire rire, c'est pour ça que ça marche. Jean-Pierre Bacri, je pense qu'il a réussi une carrière extraordinaire en étant pied noir avec son accent, avec les bougons, avec ses gestes. Qu'est-ce que tu me fais chier là? C'est comme ça que parlent les pieds noirs. C'est à la fois le français, le râleur, et le pied noir jusqu'au boutiste, excessif. C'était des joyeux lurons. Et derrière tout ça, c'est vrai qu'il y a quand même de la gravité. J'ai l'impression qu'ils font beaucoup de numéros de claquettes pour cacher justement ce traumatisme. C'est des gens qui ont un potentiel comique, mais qui, la nuit, ont du mal à dormir quand ils repensent à l'Algérie 60 ans plus tard. Voilà, donc on est vraiment dans une sorte de paradoxe. Vous, les joyeux lurons aux vagues à l'âme, je vous reconnaîtrai entre 1000 à la terrasse d'un café. En dégustant les fameux Monte Cao que faisait Mamie Colette, je m'imagine parcourir la corniche d'Oran ou la forêt de Sidi Ferruche. Et j'adorerais, comme vous, goûter à des beignets trop sucrés. Moi, je suis né à Pérégaux, ici, et papa est né à Relizane, et maman, elle est née à côté de Sidi Ben Abbès. Pérégaux, maintenant, ça s'appelle Mohamedia. Il y avait le chemin de fer qu'on appelait la voie étroite, qui nous amenait sur les plages de Lamacta à Port-au-Poule. Et c'était notre destination de week-end, et c'est là qu'on allait manger le dimanche midi le grand aïoli. La mouna, c'est ce gâteau de Pâques et qu'on échangeait entre diverses communautés catholiques, juives, musulmanes, le jour de Pâques. Ça s'appellerait la mouna, c'est parce qu'on lui a donné le nom d'une colline d'Oran où ces communautés se réunissaient. L'écume de la mer blanchit les pieds du fort, appuyé nonchalamment sur la digue du port, c'est là, sur la montagne avoisinant la Moune, que le jour de Pâques fut baptisé la Mouna. Chaque famille
avait sa propre recette de mouna. Donc, nous, on n'y met pas du cognac, on y met du rhum. On met un zeste d'orange et un jus d'orange. Ça donne vraiment un goût magnifique. Les recettes, elles me viennent de 2 personnes. Ma grand-mère maternelle, oui, qui nous a fait ça chaque année. On avait le droit, chaque petit-enfant, et on était fort nombreux, on avait le droit à notre carton de Mona, mais aussi de Montecao, mais aussi des petits gâteaux secs à l'anis. Hop. 2 œufs, 35 g de beurre, pour 500 g de farine. Tac. La spécificité de la recette de maman, c'est que nous utilisons de l'huile d'arachide. Voilà, le pétrissage est terminé. Alors moi, je nettoie bien ma truc parce que comme j'adore ça, je ne veux pas en perdre. Voilà. On la couvre et on revient dans 3 heures. Enfin, moi, quand je fais ça, j'ai l'impression d'être parti, en fait, d'être en voyage. Puisque pour moi, c'est toutes les odeurs qui me reviennent ici, particulièrement l'anis, les oranges, etc. Je suis reparti, quoi, en fait. Et donc, c'est une manière de retourner là-bas. Elle est prête. On va la sortir maintenant. Elle a déjà une belle couleur et une belle odeur. Depuis que maman est décédée, maintenant j'en envoie un petit peu partout dans la famille, en tout cas à ceux qui ont l'information que j'en fais et qui m'en demandent. Et donc voilà, ça fait 4 ans que je fais la Mona, les Montecao, et que je leur envoie ça pour le lundi de Pâques. Voilà. Ça part à mon fils aîné. Je galère. T'as tout qui est collé. Il a mis la dose. En général, quand je les reçois, je les mange assez vite. Ça dure pas très très longtemps. Ça a toujours le même goût, et puis il arrive à les faire comme le faisait ma grand-mère. Ça a vraiment le même goût. Et les réunions de famille, c'était toujours chez mes grands-parents à Paris. Et c'était surtout Noël en général, où on n'a jamais mangé des trucs comme tout le monde en fait. Nous, c'était des pâtisseries arabes, du couscous, du potaré, des trucs comme ça. Mais la dinde au marron et tout ça, nous, on n'a pas connu ça, quoi. C'est vrai que c'est plus de la nostalgie d'enfance, mais j'ai pas vraiment d'attachement. Je me sens pas trop attaché justement à toute cette culture par rapport à mon père qui, lui, est né en Algérie. Peut-être qu'un jour, je marcherai aussi sur les traces de mon père qui marche sur les traces de ses parents. Je connais pas la recette, mais un jour je lui demanderai. Nous, on prend pas l'apéro, on prend la kémia. Déjà, c'est pas la même chose. La nisette, c'était la convivialité. Allez, viens boire un coup. La galantita, la recette, mes parents en parlaient, mais on n'en mangeait pas, parce que la galantita, ils ne la faisaient pas, ils la mangeaient dans la rue, à la plage, donc on n'a pas. J'ai essayé de leur faire goûter la panisse, qui est à peu près ça, mais non, ça n'a pas le même goût, ça n'a jamais le même goût qu'en Algérie, de toute façon. Le plat traditionnel, c'était le couscous dominical. Ma grand-mère a transmis à mon père donc, la recette du couscous algérien, et donc mon père me l'a transmise. Voilà le seul plat, on va dire pied noir, même algérien, hein, même pas pied noir, algérien, que je sais faire et que je fais régulièrement.
D'abord la viande, l'agneau, les merguez, hein, et puis après les légumes, les pois chiches, les carottes, les courgettes. Et ma mère, elle mettait du chou dedans. Hein, et puis on faisait la sauce un peu piquante, mais nous, les enfants, on ne mangeait pas ça. Et puis ma mère, elle roulait le couscous. Elle achetait la semoule et elle roulait le couscous dans le couscoussier. Voir ma mère qui a un petit appétit d'oiseau, hein, qui va vous manger un mini avocat à midi, etc. Vous lui mettez un couscous et là, tout d'un coup, elle vous prend une plâtrée. Vous dites, c'est pas possible, elle va pas pouvoir digérer. Dans les familles juives, on ne touche pas le feu le samedi. Depuis le vendredi soir, c'est Shabbat. Alors les gens qui cuisinent faisaient un plat qui mijotait. Il faut mijoter toute la nuit dans une cocotte minute. Et comme ils ne touchaient pas le feu, ils amenaient le vendredi après-midi le plat traditionnel qui s'appelle la dafine dans la cocotte minute pour que mon père, avec la boulangerie, les fasse chauffer. Je me souviens d'aller apporter et revenir avec un plat qu'on amenait le vendredi. Et c'était souvent les gosses qui allaient là en faisant gaffe de ne pas se brûler. Bordel, son nom. Et ce rite du four banal, je m'en souviens très bien. Et la dernière fois que je l'ai vu, ça devait être au Maroc, à Tétouan ou à Tanger, je ne sais plus où j'ai vu un gosse, avec un plat comme ça, en train de se dépêcher. Et là, j'ai quasiment fondu en larmes. Le samedi soir, c'était réunion de famille, tout le monde se réunissait à la maison chez mes grands-parents, souvent devant un couscous ou alors des plats de là-bas, les raviolis, tout ce qui se traduit à la culture pied-noir. Et je pensais que toutes les familles étaient comme ça. Et lorsque j'ai discuté avec mes amis, mon entourage, en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas cette âme. Ma grand-mère, qui est encore très en forme, j'espère le plus longtemps possible, on arrive à l'improviste, elle peut faire à manger pour 15 comme si c'était prévu. Et je lui dis, mais tu savais pas qu'on venait? Oui, mais on sait jamais, mon fils, tu sais, j'ai toujours 2-3 trucs. J'ai toujours 2-3 trucs dans le frigo. Ah, et elle fait un festin pour 20 personnes, alors qu'une demi-heure avant, elle savait pas qu'on allait arriver, et on est 4, mais c'est pas grave. Et quand je mange pas, je me fais engueuler. Mange un peu, mon fils, tu vois pas, regarde comme tu es maigre. Avec forcément le petit, là, on n'est même plus dans la caricature, mais forcément, regarde, tu n'as rien mangé. Je dis, mais ça fait 4 fois que je mange du plat. Ça fait 4 fois que j'en mange. Mais non, allez, mange, il reste encore, on va pas laisser ça quand même. Chez nous, c'est ça, les pieds noirs. C'est la fête. Quand on mange des brochettes et des merguez, avec du vin rosé, c'est une fête. Et puis moi qui leur joue de la guitare, qui leur chante des chansons ou quelqu'un d'autre, hop, c'est la fête. 3 religions dans un même pays avec une quinzaine ou une vingtaine de fêtes. Ça fait 40 à 60 fêtes par an. Chez moi, à la Cité des Eucalyptus, où il y avait une famille juive, une famille arabe et notre famille, à chaque fête, ils traversaient le hall pour nous donner l'assiette de gâteau. Et ma mère, quand elle faisait les mounas, elle apportait une mouna à chaque voisin. Et c'était comme ça toute l'année. J'ai goûté une petite mécrone, voilà. Et c'est des gâteaux qui ont un goût de paradis. Je vais goûter. Ils sont très bons. Ce paradis, je ne fais pas que l'imaginer. J'ai la chance d'avoir les images filmées là-bas par mon grand-père, Papy Gabi. Des bribes instantanées de vos vies quotidiennes. Cet héritage, nous le portons, il nous questionne. Et nous pouvons déceler chez nous des traces de cette âme pied noir. Je garde en moi une multitude d'anecdotes que vous m'avez racontées, comme ces fameux repas où les épices côtoyaient le vin rosé. Ces pique-niques où vous embarquiez cabas de plage et victuailles.
C'est tout cela qui a forgé une nostalgérie, chez nous, vos héritières, qui imaginons vos vies sans avoir foulé cette terre. Découvrir les images de la communion de maman à Notre-Dame d'Afrique, c'est m'inviter dans ces lieux que vous n'avez pas pu partager avec moi. Cette vie en apparence insouciante a aussi été éprouvante, nous ne l'oublions pas. Combien de fois avons-nous entendu les récits de ces hommes et ces femmes brisés par la guerre? Les attentats, la méfiance permanente et bien sûr la peur du lendemain. Mais voilà, sous le soleil de l'Algérie, tout semblait moins difficile à vivre. Porteuses de cette culture, nous adorons faire revivre ces images au-delà de la pellicule. Faire acte de mémoire de toutes ces petites choses qui constituent votre identité. Vous nous avez conté cette vie, nous l'avons écoutée 1001 fois. Mais comment l'histoire vous racontera, vous, les Français d'Algérie? Je m'appelle Kylian, donc j'ai 22 ans et j'ai hérité de beaucoup de choses de mes grands-parents, la cuisine, les traditions, les superstitions surtout, la religion aussi, et l'esprit familial et l'esprit pied noir surtout. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue. Leurs souvenirs se réveillent bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu, des villes blanches que j'aimais, des filles que j'ai jadis connues. J'aime beaucoup ces vibrations positives que je peux ressentir en jouant cette musique. Comme il a dit Enrico, on a mis dans nos guitares tous les sourires de la Méditerranée et ça me connecte aussi à mon grand-père parce que c'est pour lui que je les ai appris. Je me suis mis à la guitare après son décès pour lui rendre un hommage, pour venir chanter sur sa tombe et tout ça, comme je sais qu'il aimait beaucoup ce chanteur. Quand je suis arrivé sur le bateau, que j'ai vu tous ces gens-là en larmes et tout, j'ai pris ma guitare et j'ai chanté « Adieu mon pays ». Mais « Adieu mon pays », je l'ai improvisé. Et tout le monde m'a demandé de la rechanter, mais je ne me rappelais plus. Alors on a fait comme un puzzle. Il y en a qui se rappelaient du début. Moi je me rappelais, j'ai quitté mon pays. La musique, elle m'était revenue. J'ai quitté ma maison. Il y en a un qui me donnait
Et j'ai tout réinscrit sur une feuille de papier pour me rappeler des paroles. Cette musique, elle va nous bercer tous jusqu'à la fin. Parce que Enrico Gaston, il a, au bon moment, il a écrit cette chanson qui a bouleversé tous les Pieds Noirs. Et encore aujourd'hui. Je ne peux pas l'écouter. Hein. Dès que j'entends l'accord de guitare, hop, j'arrête. Parce qu'il y a tout encore qui remonte. Et chaque fois, j'ai une larme parce que je pense à tous ces gens qui ont subi de part et d'autre, mais de part et d'autre de la France, mais aussi de la culture, des Algériens qui voulaient l'indépendance et des Français qui étaient nés là et qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Les paroles sont tellement appropriées, c'est tellement juste que les gens qui ont vécu ces choses-là ne peuvent pas ne pas être remués. J'ai quitté une amie. Je vois encore ses yeux. C'est la chanson qu'on choisit tous quand un grand-parent, un oncle ou une tante meurt. De la pluie, de l'adieu. En fait, c'est une chanson qu'on prend chaque fois parce que c'est une chanson qui résume bien l'exil et l'amour qu'en fait ils avaient pour leur pays. Et en quelques mots, en quelques couplets, tout est dit. Quand on réfléchit bien, toute personne qui est obligée de quitter son pays, elle est universelle, cette chanson. La mer les a noyés dans le flot du regret. Quand je suis arrivé en France, je faisais des tours de chant dans les cabarets et tout ça. Et il y en a qui me disaient, mais comment ça se fait que ta musique, elle est orientale? C'est comme quelqu'un qui parle avec un accent. Moi, j'ai écrit des chansons avec l'accent de la musique arabo-andalouse. La musique arabo-andalouse me rappelle le café mort qu'il y avait à 20 mètres de mon magasin et qui répandait cette musique arabo-andalouse. C'était donc l'air du pays, quoi, qui nous habitait. Pour moi, je comprends pas, mais ça me donne envie de pleurer. Ça m'émeut beaucoup. Parce que, tout en étant petite fille de Pieds Noirs, mais née ici en France, j'ai du mal effectivement à comprendre pourquoi est-ce que mes parents n'ont pas vraiment ramené ici avec eux, moi je le porte à l'intérieur de moi, à tous les étages. Cet héritage, nous avons parfois du mal à le nommer, mais nous y sommes attachés. Serait-il le reflet d'une complexité sociale, d'une singularité historique qui a bousculé les peuples ? Cette terre aimée de tous aurait-elle pu être le berceau d'un peuple de Méditerranée, où l'Orient et l'Occident auraient regardé dans la même direction? Y aurait-il quelque part des enfants du soleil qui porteraient en eux cette fraternité? Je m'appelle Cécile, j'ai 34 ans et je suis fille et petite-fille de Pieds Noirs d'Algérie. Et ma famille est originaire de Blida et d'Alger. Alors moi, c'est Zulika, je suis née en Algérie, à Zemmoura. J'ai 32 ans et je suis arrivée à 6 ans en France. Je m'appelle Evan, j'ai 28 ans et je suis fils et petit-fils de parents et grands-parents qui sont nés en Algérie, à Batna plus précisément. Je t'emmène à Blida. D'accord. Tu visites. Bon, quand même, à Alger, il y a des choses à visiter, chérie. Non, mais je sais. Je sais. Voilà, après, donc, Blida, c'est vraiment la ville de ma grand-mère. Voilà, Alger, ça fait partie de tes racines. Voilà. Oui, bien sûr. Blida, Alger, c'est pas très loin, donc ce qu'il faudrait faire, c'est... Je pense que le bateau, c'est le bon compromis. Surtout parce qu'il y va à la nage. Ah oui. Bon, et toi, tu veux venir, Evan, ou pas? Ah oui, viens. Allez. Moi, je vais y réfléchir, on verra. Peut-être que d'ici là... Et comme ça, on ira à Batna. C'est à la sublime, la vue est magnifique. Bon, j'ai des bons plans. Franchement, ouais, tu as trouvé un super bel endroit.
On a bien fait de venir là. On commence à manger? Allez, à table. Tu es content, tu vas pouvoir en manger du pain? Enfin. Non, mais franchement, j'en pouvais plus avec Pessard. C'est vrai? Pendant une semaine, tu ne manges rien. Bah, je sais, j'ai vu. Bah, attends, c'est super bon, les galettes. Ouais, alors bon, tu me diras, je me plains, mais moi, je mange. Et toi, le ramadan, tiens. C'est pareil aujourd'hui? Parce qu'en fait, du coup, Pessard, c'était le jour de ton anniversaire. Et oui, c'était le lundi de Pâques. Le lundi de Pâques. Et c'est vrai qu'on a eu tout en même temps. On a eu le ramadan, on a eu Pâques, on a eu Pessard. C'est vrai que c'était sympa de voir toutes nos religions là se croiser. J'ai pris 10 kilos avec elle au ramadan. Je J'ai sais. pas fait le ramadan, mais par contre, tous les soirs, je mangeais comme si je l'avais fait. C'est pour ça, les copains, ça serait quand même cool qu'on puisse se faire l'Algérie tous ensemble. Ouais, Parce que mine de rien, ça reste un pays qui nous rassemble, qui nous unit. Et c'est vrai que toutes ces valeurs communes, c'est un peu grâce à nos grands-parents. Par exemple, vous, c'était quoi vos souvenirs avec vos grands-parents? Moi, j'en ai plein. Les repas. Les repas de C'est famille. clair. Cette ambiance. Ouais. La nisette. La langue. Oui, il y a beaucoup de mots qui se ressemblent. Mes grands-parents, ils utilisaient beaucoup de mots d'arabe. Moi, de toute façon, ma grand-mère et ma tante, enfin mes tantes, elles ne parlent entre elles presque qu'en arabe. Ah ouais? Alors bon, j'exagère, mais souvent, quand justement elles veulent pas qu'on comprenne n'importe quoi, elles parlent en arabe. Moi, c'est du coup inversé. Parce que comme moi, je suis née en Algérie et que du coup, j'ai connu mes grands-parents en Algérie, moi, ils me parlaient tout le temps en français. Du coup, c'est marrant parce que moi, j'ai été bercée dans la langue française. Et vous, du coup, dans la langue arabe. C'est marrant, c'est le paradoxe, c'est là, quoi, quand même. Non, mais c'est vrai que tu vois tout ça, moi, mes grands-parents, ils sont décédés. Mais ça me revient, tu vois, j'utilise toujours le même vocabulaire. C'est quelque chose qui est ancré, enfin, je me sens profondément méditerranéenne. Et l'Algérie, je suis jamais allée, j'espère qu'on va y aller ensemble. Bien sûr qu'on va y aller. Mais c'est mon pays. Bien sûr. Et toi, tu me le dis d'ailleurs, tu me le dis tout le temps, mais c'est ton pays. Mais c'est ton pays, bien sûr, et comme la France, c'est mon pays. Et c'est vrai que, mine de rien, nos personnalités s'attirent, et c'est plus fort que nous, en fait. On se ressemble. Ouais, on se ressemble beaucoup. Et dans nos différences, il y a une ressemblance. Ouais, c'est vrai, dans nos différences, il y a une ressemblance. C'est beau, dis donc, monsieur est philosophe. On était par ordre alphabétique. Les premières classes, c'était tous les A jusqu'à... Au moins, à Felou, j'étais avec... Et donc, j'avais des copains musulmans, parce que c'était Abderrahman, Abdelkader. On ne faisait pas de différence. Mes meilleurs copains étaient musulmans. Mais on ne savait pas ce que ça voulait dire, être musulman ou être catholique, chrétien, juif. On ne savait pas. On était tous en Algérie. Quand on était bébé, Mémé, Doran, un jour, elle dit à maman, « Écoute, c'est ridicule. » Zora m'a dit, « Il faut leur mettre une main de Fatma parce qu'ils vont avoir le mauvais œil. » C'est ridicule, dit ma grand-mère. Le lendemain, on avait chacun une main de Fatma. Comment l'oublier, ce pays qui était très chaleureux par cette mixité? Mais voilà, la guerre est arrivée, elle a tout effacé. On a souffert du jour au lendemain. Tu t'en vas, tu laisses tout. On n'avait pas grand-chose. On laisse notre famille, les gens, toute une situation, toute une atmosphère, toute une vie en communauté, que ce soit avec les musulmans, parce que j'ai perdu des amis, moi, musulmane, que je ne retrouverai jamais. C'est une grosse perte, tout ça. C'est une ambiguïté qui peut se comprendre parce que c'est une histoire d'amour et une histoire de haine en même temps. Hein. Une histoire de deux communautés qui vivaient ensemble et qui se sont séparées de façon très brutale. Mais chacun a gardé des traces, j'imagine. Mon père s'appelle Jean-Claude, son meilleur ami s'appelle Mohamed. Et donc voilà, tout est dit. Mais finalement, c'est une mixité sociale, mais la Méditerranée rapproche, c'est-à-dire que dans la culture, c'est les mêmes, mis à part la religion, mais dans la culture, c'est la même chose. Tous les amis arabes qui étaient restés en Algérie, qui m'ont accueilli comme un frère. Voilà, tout le monde venait me voir quand je marchais dans la rue, à Coléat, j'en voyais un qui sortait à droite, à gauche, qui venait me taper sur l'épaule, « Oh Jean-Claude », tout ça, voilà. Sur l'idée qu'il y a un peuple méditerranéen
En tout cas, qu'il y ait des cultures qui se ressemblent, parce qu'elles se sont croisées pendant des centaines d'années, ça c'est indubitable. Moi, aujourd'hui, il y a des grandes chances que je sois plus proche culturellement d'un Espagnol, d'un Grec, d'un Tunisien, ou aujourd'hui, un contemporain, que d'un Breton, par exemple, alors que pourtant, on a la même carte d'identité, lui et moi. Lorsqu'aujourd'hui, je rencontre un Algérien, que je l'ai sur Internet ou que je le rencontre, il y a quelque chose qui nous lie, qui nous relie. Ce que j'ai comme algérianité, c'est ma façon de manger, ma façon d'être avec mes amis, en groupe, avec mes copains, de se rappeler des souvenirs et tout ça. C'est, si vous voulez mieux, je vis en France comme j'aurais vécu en Algérie. On a coupé la plante ou l'arbre, mais on a laissé les racines là-bas. Donc l'arbre, il est tombé, il continue de vivre, mais je me souviens que la sève et ce qu'il faisait vivre, c'est resté là-bas. Donc l'Algérie, pour moi, ce sont mes racines. Mais je suis tellement imbibé de l'Algérie, que oui. Chaque fois que j'y suis retourné, ça a été un immense moment d'émotion. Je n'ai pas fermé la porte à l'Algérie. L'Algérie existe toujours, regardez la carte. Comment on peut fermer la porte à sa jeunesse? Comment on peut fermer la porte à sa famille? Comment on peut... On peut pas. C'est comme l'expression idiote de faire son deuil. On perd les gens, ils sont toujours avec nous. On ne fait pas son deuil. Je pense que ma famille n'a pas voulu vraiment me raconter tout en détail parce que justement, ils se considéraient eux déjà comme laissés pour compte. Et c'est vrai qu'il y a tellement de flou autour de cette période de l'histoire. Ce flou, il entretient un espèce de malaise. Il faut raconter cette histoire plutôt que ce soit un tabou. Il faut regarder l'histoire avec les yeux de la vérité, de la bonne foi et de la certitude que tout va bien se terminer. Ma grand-mère, elle disait les souvenirs sont le seul paradis dont on ne peut être chassé. Et c'est ça, l'Algérie, en partie pour les Pieds Noirs, c'est un paradis. 3 petits points. Alors c'est donc ça, l'âme d'un Français né en Algérie. Une identité troublée, une histoire mal racontée, une fraternité brisée. Un récit qui nous ébranle encore aujourd'hui. Mamie Colette, tu savais avoir l'allure des grandes dames, mais tu vivais modestement. J'ai appris de toi cette aisance à s'adapter. Mémé Angèle, je m'inspire de ta résilience, de ta force à rebâtir une vie loin de tes ancêtres, enterrés à Beaune et à Alger. Vous raconter au-delà des fantasmes et des idées reçues, c'est laisser une trace un peu plus juste de notre identité. Peut-être je ne suis pas sûre de devoir expliquer quand est-ce qu'on dit Ramdoula. Elle va lui dire, tiens, tu as encore fait un pegote. Voilà, ça veut dire qu'il n'arrive pas à manger, qu'il s'est fait une tache comme ça sur la veste. La rabia, une rabia terrible. Mais la rabia, c'est pas un mot anodin, en plus, c'est le mot qui exprime la colère. Allah katakhirak, que Dieu augmente ton bien. Ma grand-mère disait psacha, d'après ce que j'ai compris, ça voulait dire que ça me porte santé. L'arvé, c'est la personne qui est douce, c'est le bon. Mektoub, je dis pas destin. En français, je dis mektoub. Tu vois, c'est mektoub. Alors j'ai dit, Daniel, j'ai dit, tu sais ce que c'est? Il me dit non. J'ai dit, ça veut dire destin en arabe.